Bonsoir. Salut. Comment ça va? Bah, toujours pas bien. Toujours fatigué? Non, ça va. Ça va? Ah, attends, Manuel, il cherche où est le micro. Ouais, il s'est souvenu qu'il y avait un micro. Il me parle, mais j'ai mon casque avec la musique et du coup, je l'entends pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu me disais, Manuel? Non, rien. Ok. Ça va, Manuel? Ça va très bien et vous? Bah, ça va. Je me suis aperçu qu'on donnait beaucoup de conseils, mais à la fin, on parle pas forcément de comment est-ce qu'on démarre. Genre, t'as ta bonne idée, tu fais ton site web et tout, mais ok, mais comment tu fais parler de ton site web? Comment tu fais parler de ce que tu fais? Si ce n'est à tes proches, avec les fameuses anecdotes de Manuel où t'as beau faire la meilleure pizza du monde, si tu la fais goûter à personne, ça sert à rien d'ouvrir une pizzeria. Je trouve très très bien cet exemple à chaque fois. Donc, je vous ai sélectionné cette idée. C'est juste pour dire aux gens qu'il faut qu'ils commencent. Ouais. Avant d'être populaire, c'est déjà bien de commencer. Donc, pour faire parler de vous, vous faites une sextape. Non. Ah non, c'est pas Moi, ça. je vous ai vraiment... Non. J'ai vraiment trouvé cette idée pour faire correctement parler de toi. Et j'ai trouvé des idées qui nécessitent zéro moyen. Ok. C'est vraiment... Zéro. Zéro. Si, une connexion Internet et de l'électricité. Mais ça, Ah je ouais. pense que si t'écoutes ce podcast, c'est que ça va. Mais presque tout peut se faire depuis l'iPhone, quoi. Première chose qu'on avait fait, je crois qu'on avait mis en place, parce que ça met un moment à se faire avec Influx au début, c'est référencer tout simplement la structure sur Google en créant un compte Google My Business. C'est gratuit et ça permet juste, en fonction de si ton activité est locale ou pas, de pouvoir localiser ton business. Et c'est une recherche qui fait que du coup, du jour au lendemain, tous les gens autour de toi vont pouvoir ouvrir Google Maps et voir ta structure ouverte. Ça paraît un peu con comme conseil, mais c'est très sous-utilisé. Je trouve aussi. C'est-à-dire que la fonction Google My Business permet effectivement de te positionner sur Google Maps, d'être au passage dans tous les GPS qu'utilise le fonds documentaire Google Maps pour rejoindre tes bureaux, de définir tes jours d'ouverture, tes horaires d'ouverture, ton numéro de téléphone. Tu peux même poster des news. Ouais. Dans Google My Business. Donc, tu peux faire remonter le feed RSS de ton blog si t'en as un, ou les dernières news de ta boîte. Un événement. Et en fait, il faut quand même pas oublier que moi qui ai conçu et fabriqué des sites web pendant d'assez nombreuses années, la première page de ton site web, c'est Google. C'est pas la page que tu as imaginée, conçue, et dont tu fais chier le photographe à choisir laquelle on va mettre en homepage, etc., etc. C'est pas vrai. La navigation, la première interaction qu'un utilisateur va avoir avec ta marque, c'est tes résultats de recherche dans Google. Et donc, utiliser Google My Business, c'est un super produit, 100% gratuit, sur lequel, si vous êtes assez malin, vous pouvez faciliter le drive de trafic vers chez vous. C'est intéressant de le faire quand on a une activité en ligne, genre comme Léo et moi. Non, ça sert à rien. On est déjà sur YouTube. De dire, hé, Léo Duff est ici en train de tourner ses vidéos. Non, on s'en fout. Oh là, non. Puis alors, Ça, c'est une très mauvaise idée. puis alors là, il va falloir que je définisse les horaires d'ouverture. J'en ai aucune idée. Non, ça c'est sûr. Mais sur une activité business, tu peux faire un lien vers ton site. Enfin, peu importe. Il y a pas que la destination physique, tu vois. Le fait de remonter des news, le fait de mettre un lien vers ta boîte, etc. C'est intéressant. Puis c'est un facteur de réassurance, de montrer qu'il y a une boîte derrière quelqu'un, une structure. Ça participe du coup complètement au début de votre SEO. Bien sûr. Et ça va avec le deuxième point qui était... Il faut juste rappeler ce qu'est le SEO pour nos auditeurs, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, pour nos auditeurs manuels. Ah bah c'est facile. Search oui. Engine Operator. Pas du tout. Optimization. Oui, c'est mieux. C'est ça. Sauf qu'on dit engine. Engine, c'est vrai, pardon. Ça allait du coup avec le deuxième point. De base, j'avais noté être présent sur les réseaux sociaux, mais je trouve ça trop vague. On sait pas vraiment où, etc. Je pense qu'au fur et à mesure, même si c'est un très vieux média, une vieille façon de faire parler de soi, je pense que c'est ce qui marche le mieux avec le SEO et du coup avec la première astuce, de créer un blog. Il y en a trop qui se disent aujourd'hui, non, ouvrir mon site web, c'est juste pour mettre mes produits ou mon truc, mais je vais rien raconter dessus, ou je ne participe pas à créer des sujets dans la thématique dans laquelle j'exerce. Et Genre, pour autant... Tu crées quoi, un WordPress? Imagine, tu vends, j'en sais rien, tu vends des formations, ok, comme un créateur, Paul Barbosa par exemple, chez Influx. Eh bien, tu parles de cette formation-là pour être, et une fois par semaine, tu te dis, tiens, là, je vais dire quelles sont les 3 meilleures vidéos en France sur YouTube cette semaine. C'est juste que ça va dans ta logique de vendre une formation pour être un super YouTuber, mais ça participe à la recherche naturelle sur Google pour que les gens qui cherchent quelles sont les meilleures vidéos YouTube ou les tendances ou autres puissent tomber et découvrir ton activité. Et je pense que c'est un bon conseil qui prend pas non plus beaucoup de temps et qui est très
très précis. On te dit pas fais un post Instagram et fais un post Twitter et fais quand t'es au début de ton activité, t'as pas que ça à foutre. Je trouve ça vraiment énergivore. Et après, créer du contenu, quoi. C'est moins énergivore de publier, je sais pas, si tu veux écrire un article sur Medium ou faire un truc sur Insta, un canal Insta, etc. C'est moins énergivore que d'avoir un blog et de l'entretenir quand même. Et avant même d'avoir un blog, enfin, tu peux aussi écrire du contenu sur ton activité et l'exposer au plus grand nombre de personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce que tu dis ou par ton activité. Et ça s'appelle LinkedIn. Tu peux écrire des articles dans LinkedIn et c'est très bien. Ouais. Et ça l'expose tout de suite à une cible B2B qui peut apprendre à te découvrir ton profil, venir te voir et creuser un peu sur ce que tu fais. T'as beaucoup de métriques, je sais que tu le fais toi Manuel. T'as beaucoup de learn derrière les posts que tu fais. Bah, tu as des stats assez détaillées Okay. sur combien de personnes lisent cet article, combien d'impressions tu fais, combien de gens cliquaient, réagissent, quel profil ils ont. Ce que je trouve bien avec le blog, c'est que du coup, tu es directement dans l'espace où tu peux aussi acheter. C'est ça que j'aime bien avec la partie blog sur un site web où tu peux aussi acheter des produits. Moi, j'aime pas l'idée d'avoir un blog parce que je sais que ça demande quand même de l'entretien et que c'est une énergie que t'as pas besoin de mettre. Si tu veux vraiment écrire des articles, tu les écris sur Medium, mais comme le dit Manuel, tu peux aussi le faire sur LinkedIn, tu peux faire du contenu sur Twitter, etc. Je préfère investir cette énergie dans la rédaction de billets que je mets sur toutes les plateformes. Et après, en fait, si tu vends des formations, par exemple, t'as des plateformes qui le font très bien. Tu mets juste un lien dans ton post LinkedIn ou je sais pas où, et terminé, t'arrives sur la plateforme avec une page de paiement, etc., que t'as pas eu besoin de développer, parce que ça prend quand même du temps de faire tout ça. En fait, moi, ce que je retiens de ce deuxième conseil, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils lancent un business, qui sont obsédés à l'idée de faire de la publicité pour ce business. Et je pense qu'il est plus rentable de faire du contenu que de faire de la publicité pour ce business au début, qui plus est parce que t'as pas beaucoup de moyens publicitaires. Ouais. C'est intéressant de faire de la publicité quand tu fais du B2C qui concerne à peu près tout le monde et que t'as les moyens de te payer des canaux puissants qui vont toucher beaucoup de gens. Là, ça va être intéressant de faire de la publicité. Mais si tu es dans une niche, c'est-à-dire à peu près tout l'inverse des arguments que je viens de citer, on va gagner du temps, fais du contenu. Parce que t'as pas besoin d'être connu de milliers de personnes. Ouais. Juste avoir 4 prospects et 2 commandes, c'est super, ça suffit. Donc, fais du contenu de niche, diffuse-le sur les plateformes qui te semblent les plus appropriées avec ton secteur d'activité, mais mets de l'énergie à écrire ce à quoi tu crois, comment tu fais ton business, quelles sont tes méthodologies, quels sont tes case studies. Voilà, mets de l'énergie à convaincre. Ça, c'est intéressant. Peu importe que tu le fasses à travers des billets de blog, sur ton site web, en publiant des articles dans LinkedIn, en faisant des reels de 1 minute sur Instagram, en faisant des TikTok, des shorts sur YouTube, peu importe la façon dont tu vas le faire, mais fais du contenu sur ton business. Ce qui m'embête avec le blog, c'est que ça n'a aucune chance de à court terme faire des vues. En fait, tu vas rien générer avec un blog. Peut-être qu'à long terme tu vas réussir à créer quelque chose, mais sur Instagram tu peux avoir un accident et tu sais pas pourquoi il y a un contenu qui marche, Ouais, je comprends. qui cartonne. Ouais, Et ça t'a demandé beaucoup moins de temps. T'as ce côté où tu maîtrises pas et il peut se passer un truc waouh. Imprévisible. Ouais, ok. Ça me fait penser à un gynécologue qui a ouvert un compte TikTok pour parler de son métier, de toutes les choses que les femmes ne savaient pas, etc. Et qui a développé comme ça, en fait, le fait de faire des conférences parce qu'il a été appelé, parce qu'il parlait vachement bien de son sujet, alors que la personne de base, elle travaillait à l'hôpital dans son cabinet. Il a juste ouvert son compte TikTok, il a parlé de son métier et ça a intéressé plein de monde. Et ensuite, il est passé dans des interviews, télé, etc. Mais je trouve que c'est un bon exemple pour dire qu'en fait, tu peux être une personne complètement lambda qui fait un métier peut-être magnifique et qui, comme lui, fait naître des enfants. Et ouais, c'est ouf. Pas de vanne là-dessus depuis tout à l'heure, Manuel, je suis étonné. Je suis presque déçu qu'il n'y ait pas de vanne. Il n'y a pas de vanne à faire. Il est libre de faire un compte TikTok sur tous les objets trouvés, abandonnés, qu'il a croisés dans sa carrière. Troisième idée, développer un email marketing pour engager la conversation avec vos clients. C'est-à-dire un email marketing. Développer une source
de communication avec vos clients déjà existants. Ne mettez pas que de l'énergie sur de nouveaux clients à aller chercher. Essayez aussi de vous dire, ah bah tiens, j'ai eu 1 ou 2 commandes la semaine dernière. Est-ce que je peux pas leur fournir un contenu presque exclusif pour qu'ils se disent, ah cool, on pense à moi, tu vois. Ou leur demander comment ça s'est passé, de quoi ils auraient besoin. Ouais, bien sûr. Mais ça me faisait penser aussi à la newsletter. Je trouve ça intéressant que même de grosses boîtes te proposent des newsletters pour savoir quels ont été leurs objectifs ce mois-ci, ce qu'ils ont réussi, pas réussi, ce sur quoi ils travaillent, les retours clients qu'ils ont eu de tels produits qu'ils sont en train d'améliorer. C'était quel, j'ai plus le nom, mais il y avait une boîte où j'avais commandé un produit et on te passe les étapes de fabrication, tu sais, du produit, etc. Je trouve que tout ça, c'est vachement intéressant en fait, parfois de le faire. Il faut mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Ouais. Parce que si c'est pour faire une newsletter complètement inintéressante, c'est exactement, sans valeur ajoutée, ça casse les couilles de tout le monde. C'était un sous-titre. C'est un conseil qui marche, ouais. Pas des newsletters avec des promo codes dégueulasses, etc. Il faut vraiment travailler, vraiment observer le besoin des gens. C'est quoi, Manuel, pour toi, la différence que tu as pu observer entre l'engagement que tu as dans une newsletter et, comme on le disait tout à l'heure, un post Instagram pour te faire découvrir? Ça n'a rien à voir et tu sens que tu as vraiment une proximité différente ou que tu as une récurrence justement des gens qui viennent la voir, ta newsletter? Par nature, évidemment, parce que ton profil Instagram, bon ok, il est en public, n'importe qui peut s'y abonner, le regarder, tomber dessus par accident, un like veut pas dire grand-chose, etc. Quelqu'un qui s'inscrit à ta newsletter, c'est un acte volontaire. C'est comme quelqu'un qui s'abonne à ta chaîne YouTube. C'est un acte volontaire, c'est pas un accident. Donc, t'as pas du tout la même relation avec, je sais pas, des likes sur un post public, sur un post d'un profil public, que des abonnés volontaires à ta newsletter qui ont envie de lire ce que t'as à leur dire. Ouais. Et si t'es mauvais, bah ils se désinscrivent. Oui. Ah, tu prends le coup de hache direct en plus. Voilà. Donc je pense que c'est pas du tout le même rapport. Autre point, j'ai découvert qu'on pouvait demander des crédits gratuits pour pouvoir faire ses premières publicités sur Google et Facebook, par exemple. Beaucoup se disent que pour faire de la pub, il faut absolument avoir des gros budgets, etc. Ça demande par contre une bonne source d'information pour savoir comment faire une bonne publicité, bien cibler son public, ne pas payer des clics ou des coûts à la vue pour rien. Mais je ne savais pas que quand tu t'inscrivais au début, tu pouvais avoir des crédits gratuits. Tu reçois souvent des vouchers de LinkedIn, Facebook ou Google quand tu as ouvert un nouveau compte qui au bout de quelques semaines te disent on vous offre 100, 150 dollars ou 80 dollars de publicité. Et oui, les offres sont assez généreuses et c'est en fait pour c'est la technique du dealer, hein, c'est la première dose est toujours gratuite, donc on te permet de tester l'advertising dans la plateforme pour que tu puisses mesurer l'impact, et c'est aussi parce qu'ils sont sûrs d'eux. Et c'est très bien. D'ailleurs, ils ont un process de relance qui est assez bien. Ah ouais. Vous n'avez toujours pas utilisé votre voucher qui expire à telle date. Et évidemment, il y a des dates d'expiration. Eh oui. Parce qu'ils veulent pas traîner dans leur bilan le fait qu'il y a des avaloirs depuis je sais pas combien de temps qui n'ont toujours pas été transformés. Sinon, ça devient une dette. T'y crois? Raison pour laquelle Air France a décidé de filialiser son programme de fidélité dans une autre boîte, parce que tous les miles édités et non encore transformés sont une dette dans le bilan d'Air France. T'y crois beaucoup, Manuel, toi encore, au format publicitaire Facebook, Google Oui, je pense que quand c'est bien fait et que c'est bien ciblé, c'est très efficace. Parce qu'on voit plein de comptes, même sur TikTok, qui te disent « Ah, j'ai lancé mon business et juste avec des publicités Facebook, Google. » Alors parfois, c'est vraiment de la merde, hein, c'est du dropshipping et les mecs te foutent des images dégueulasses. Ça marche quand même. Mais ça marche, quoi, c'est ça qui est incroyable. Mais quand c'est bien fait, quand tu achètes les bons mots-clés, que ta publicité apparaît sur les bonnes instances de search, en fait, elle devient presque un service. Ah ouais, elle est là quand t'en as besoin, quoi. Le mec est déjà en train de chercher de l'information sur ce sujet et tu lui proposes d'en savoir plus ou de découvrir un service ou un produit lié au sujet sur lequel il manifeste de l'intérêt et il est en train de chercher de l'information. Moi, j'ai déjà acheté des trucs de publicité Insta. Hein. Ah ouais? Ouais. Qui étaient hyper bien ciblés et j'en suis très content d'ailleurs. On veut pas tout savoir. Et t'as déjà fait de la publicité sur Insta ou pour tes vidéos alors là... La seule publicité que j'ai, c'est que le contenu est très bien. Je n'ai pas besoin de publicité sur Insta. Ce serait très bizarre, je trouve, pour du contenu vidéo. Non? Oui, je trouve aussi. Ah, sur Insta, je suis d'accord. Sur YouTube, moins.
Moi, YouTube, je l'ai déjà fait pour relancer des vidéos, des choses comme ça, etc. Je trouvais ça intéressant d'essayer de recibler un public qui, peut-être, tu vois, ne connaissait même pas encore ma chaîne ou se disait de base, tiens, lui, il fait des tests tech alors que je venais de lancer les interviews avec le 20 minutes avec ou des choses comme ça. Et ça aide pas mal, je trouve. Non, moi j'aime bien que ce soit organique. Ok. Toi aussi, Manuel? Moi, j'ai pas de chaîne YouTube. Non, mais Si. dans la façon dont tu as construit différents business, t'étais que sur de l'organique ou t'as quand même déjà fait des publicités Non, bien sûr que non. Moi, évidemment qu'on fait de la pub nous, on essaye d'avoir une stratégie de contenu et on booste ce contenu sur la cible qui nous intéresse. C'est plutôt une stratégie qui propose de la valeur plutôt qu'une stratégie qui annonce des trucs. Donc, on essaye de fabriquer de la valeur, soit par un propos ou un contenu ou découvrir quelque chose de nouveau, etc. Et ensuite, on va essayer de gagner du temps en boostant ce contenu auprès de la cible qui nous intéresse le plus. Ok, ouais, donc tu fais un vrai mix en fait des deux. C'est tu proposes un bon contenu et en plus tu essaies de l'annoncer avec des campagnes ads de temps en temps, quoi. Ce que fait Influx Ouais. sur certains segments d'activité. Et c'est très bien parce que ça aide des marques à découvrir des créateurs qu'ils ne connaissaient pas. Prochaine astuce, mettez en place des partenariats. Faites équipe avec une entreprise liée à votre secteur d'activité, mais qui n'est pas un concurrent direct et dans le cadre d'un projet commun. Un partenariat avec une autre entreprise vous permet d'être 2 fois plus remarqué et exposé à un tout nouveau public lié à votre sujet. J'en ai noté 3, GoPro et Red Bull, Balenciaga et Crocs, Apple et Mastercard. J'ai l'impression que... Alors après, Apple Mastercard, il est pas si... Apple Mastercard, pourquoi? Pour Apple Cash aux US. Ah, ils le font pas avec Goldman Sachs? Non, attends, avec qui ils ont fait leur... Mais c'est sur l'Apple Card. Ben, c'est avec Mastercard. Et Non. Non? Non. Je crois pas. Parce que Goldman Sachs, je suis sûr que c'est eux qui font le cashback, les 3%, Mais plus... je crois que c'est Goldman Sachs. Hein. C'est Goldman Sachs L'Apple tout le long. Card. Mais la carte C'est Apple la Card, banque. voilà, c'est ça. Mais l'éditeur de la carte, il me semble que c'est une C'est Mastercard. Voilà, qui c'est ça. fabrique la carte, genre? Je me souviens du visuel. Ouais, ouais. Donc la carte, Ok. c'est bien Mastercard, mais Ok. la banque, t'as raison, c'est Goldman Sachs. Mais là, c'est pas un partenariat si assumé. C'est un peu les petits papiers, mais je me souviens pas d'avoir vu de la com pour le partenariat. Un meilleur partenariat assumé de la part d'Apple, c'est Nike. Ouais. Carrément. Pour Parce l'Apple que, Watch. Récemment, et si tu remontes plus loin, quand il n'y avait pas l'Apple Watch, que Nike avait développé un proto qu'on appelait le Fuel Bun, qui calculait un peu, on va dire, une unité d'énergie qu'ils appelaient le fuel. Et bien, ces data, ils faisaient un partenariat avec Apple. D'abord, sur la partie hardware, ils avaient besoin un peu d'aide pour mettre au point le truc. Et rapidement, ils ont fait des partenariats avec une puce connectée que tu mettais dans la semelle de ta chaussure, qui te remontait des infos dans les interfaces Apple. Ouais, c'était etc. même un modèle de chaussure particulier. Exactement. Et donc, moi, je suis un fervent défenseur de l'idée des partenariats complémentaires. Dans toutes les industries, il y a forcément, à côté de ton business, quelqu'un qui a un intérêt commun, mais qui n'est pas compétiteur. Tu peux fabriquer du contenu et ne pas être distributeur de ce contenu. Tu vois, y a plein de partenariats possibles. C'est ta créativité, ton imagination qui va être la limite de cela. Et c'est pour ça d'ailleurs que la mode fait des collabs. J'allais dire, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus dans la mode. Ça permet de faire de l'actualité là où surtout quand on n'a plus grand chose à dire. Donc, quand on n'est pas trop inspiré, boum, une collection avec une collab, un artiste invité, etc. Bon, c'est des t-shirts qui étaient pas très différents de ceux qu'on avait fait avant, mais comme il y a une collab, ça nous fait une actu. Dans d'autres cas, il y a des collabs très réussis où on voit vraiment l'ADN des deux marques se mélanger et faire des trucs créativement intéressants. Mais c'est toujours très très intéressant et tout le monde y gagne quelque chose. Ouais, c'est une bonne idée, je trouve. Et même d'un point de vue coût, quand tu veux participer à des événements ou organiser des événements, ça se fait beaucoup, surtout dans notre industrie, le fait d'essayer de proposer à d'autres marques qui ne sont pas en concurrence avec toi, le fait de participer à cet événement pour ne pas assumer 100% des coûts si tu devais faire cet événement tout seul, propose à d'autres marques de s'y associer. Donc ça, c'est validé. Mais ça existe aussi dans votre industrie. Les j'allais dire, youtubeurs, les ils font des youtubeurs. collabs. Bah ouais, bien sûr. Les youtubeurs font depuis toujours des feats. Moi, c'est comme ça que j'ai fait 1 million d'abonnés. Hein. C'est pas par rapport au contenu, je le sais. Pas que. C'est par rapport, C'est par rapport au collab aussi. Non, mais j'en avais fait beaucoup. Moi, je me souviens vraiment d'une période, j'avais pris 50 000 abonnés par semaine quand je faisais des collabs avec Pierre Cross, Amixem, Vodka. Il y avait tellement de créateurs il y a de ça 10 ans. Et tout était facile, en fait. Vu que c'était le début, c'était un peu le balbutiement, quoi. Mais ça, c'est vrai que c'était un truc de fou.
c'est clair. Prochain... Que des collabs sur la chaîne de Léo. Non, moi, j'en fais pas. Il en avait fait quelques-unes bon avec moi, Léo. Bah, j'étais obligé. T'es obligé, frérot. T'es obligé. J'étais obligé. Participer à des remises de prix décernées aux entreprises. Alors ça, je trouvais ça pas trop con. Certains prix décernés aux entreprises peuvent vous aider à vous faire connaître, comme les prix récompensant les meilleurs lieux de travail dans votre région ou votre secteur d'activité. Les magazines locaux notent parfois les entreprises ou établissements, un classement des entreprises les plus populaires, ce qui constitue aussi une autre occasion de se faire connaître. Alors moi, j'ai jamais aimé ça, mais je peux comprendre que ça puisse aider. Pourtant, j'avais un peu l'image... On était, chez Imakina, on était la seule agence je pense, du marché, alors que c'est une industrie qui est faite de prix. Tu vois, c'est une industrie, on dit la meilleure campagne digitale de l'année, la meilleure campagne social de l'année, le meilleur site web de l'année, etc., etc. Pendant des années, j'ai interdit aux équipes de soumettre la moindre création au prix. Et d'ailleurs, les prix qu'on a eus sont des prix qui nous ont été décernés alors que nous-mêmes, on n'avait pas concouru. Quel enfoiré. C'est horrible pour les autres. Et donc, c'était soit le client qui avait soumis lui-même son truc dans une catégorie, dans un concours, soit le jury qui avait sélectionné le travail, mais on ne concourait absolument à rien. Parce que je comprends que ça puisse donner de la visibilité. Il y a certaines industries dans lesquelles c'est important. Dans l'industrie... du cinéma déjà, non ouais, quand un prix est décerné au cinéma et tout ça, c'est quand même décerné, oui, j'ai pas ouais, sûrement, mais je pense plus à de l'innovation technologique, etc. Bon, là, ça peut être intéressant, mais je trouve que ça a un côté infantilisant. Je peux pas m'empêcher de voir l'école des fans. J'ai gagné, j'ai pas gagné, ouais. Bravo Manuel. C'est super. Et tes parents, ils sont où? Ils sont là? C'est le vieux monsieur avec son caméscope et sa moustache? Voilà. Donc ça, c'était l'école des fans, en fait. Parfois, j'ai quand même l'impression que ça te permet aussi de raconter une histoire, de dire cette année on a participé, on a remporté. Enfin, j'ai l'impression que les marques aiment bien aussi raconter. Raconte tes histoires avec tes clients. Ouais. Oui, ça, je pense que vis-à-vis des clients, ça peut marcher. Ok. Raconte ce que tu vis avec tes clients, raconte ce que tu as permis à tes clients d'obtenir comme résultat grâce à ton travail. Il y a plein de façons de raconter des histoires. T'as pas besoin qu'on te donne des bons points. Ok. Il y a un âge pour tout, quand même. Bon, on pouvait pas passer à côté du conseil que Influx a appliqué soi-même. Lancez votre podcast. Podcast, pourquoi pas? Il y a beaucoup de marques en tout cas qui ont lancé leur podcast et c'est pas pour rien, c'est un super moyen de communication. J'en ai noté 4. Il y a Sephora qui a lancé son podcast. Okay. Celui que j'ai découvert, c'est The Sauce by McDonald's. Je ne savais pas que McDonald's avait son podcast, c'est incroyable. Shopify, qui a Shopify Masters. Shopify, c'est logique. Et Wix aussi pour les sites web. Now What, ça s'appelle. Je trouve ça ouf, mais en même temps, on n'y pense pas trop. Et je trouve que c'est un super moyen pour raconter aussi l'histoire de ta marque et de ton industrie. C'est surtout que tu as de la place, tu as de l'espace, c'est toi qui définis le temps. Ça coûte pas beaucoup d'argent. Ça coûte pas très cher. C'est parfait pour plus que le blog quand même. Pour les produits complexes. Les produits complexes, ils demandent de la pédagogie, ils demandent du témoignage, etc. Le podcast, c'est un super format pour expliquer ce qui se cache derrière des produits complexes. Et le podcast de Shopify est très bien en ce sens. Ah ouais, j'ai jamais écouté. Et des astuces de e-commerçants, comment ils s'approprient la plateforme. Comment ils invitent leurs propres clients. Comment ils l'interfacent avec d'autres outils. Donc du coup, il y a tout l'écosystème de partenaires autour de Shopify qui peut aussi être invité, intéressé autour du podcast, etc. Donc c'est très très bien. Est-ce que ça peut faire des plus aussi où tu dis à certains clients, bon, on fait ça ensemble et puis en plus tu passes... Enfin, est-ce que ça peut te permettre presque de créer un média autour de ta marque? C'est c'est le but. Ouais. C'est le but. Après, je pense pas que le client va prendre sa décision de choix de plateforme technologique en fonction de est-ce qu'ils ont un podcast ou pas. Sinon, c'est un peu inquiétant. Mais je pense que, en tout cas, ça montre que ta marque est communautaire, qu'il y a des gens autour de toi, qu'il y a des partenaires, qu'il y a des clients, qu'il y a des gens qui croient à cette vision-là technologique des choses et qui viennent témoigner. Et c'est très bien. Je reviens sur ce que tu disais, ça coûte pas plus cher qu'un blog. T'as un téléphone, tu peux faire un podcast. Oui, c'est vrai. Oui, t'es pas obligé de mettre des moyens techniques. Moi, je pense aux moyens techniques. Tu penses à ce qu'on a, nous, parce qu'on a des connards, mais t'as un téléphone, tu peux faire un podcast. Ouais. Par contre, je pense pas que ça soit un format où tu réédites, par exemple, des formats vidéo ou...
Non, Je pense à part des médias, tu vois, j'ai pas l'impression. Nous, on s'est beaucoup posé. Enfin, moi, en tout cas, je m'étais beaucoup posé la question de est-ce qu'on met certaines vidéos en format podcast et tout ça pour cibler une autre. oh là. Mais je pense que c'est vraiment. Enfin, c'est pas comme ça que tu cibles correctement. Non, mais un podcast, c'est comme envoyer un message vocal à ton audience Ouais. et à tes clients. Donc c'est un super moyen de discuter avec ta cible. Le canal, c'est quand même une dinguerie là. Hein. On peut en faire une aparté 2 secondes sur Instagram. Le Insta, ratio, le canal, donc c'est une fonctionnalité qui te permet simplement de dire à tes abonnés sur Instagram si tu as envie de me suivre encore plus, tu as accès à un onglet dans tes messages privés et je vais t'envoyer des messages privés auxquels tu pourras pas répondre, mais tu pourras avoir des messages que les autres n'ont pas si Mais t'es ça pas dans ce canal. permet pas de faire parler de toi parce que c'est pas découvrable comme contenu. Exactement. C'est pour ton audience déjà existante. Ouais. Un podcast, c'est découvrable. Moins qu'un reel Insta, etc. Donc je pense qu'il faut commencer par ça, il faut commencer par LinkedIn, tout ça. Maintenant, un podcast, ça te permet d'aller plus en profondeur dans ta communication. Ouais, mais c'est plus puissant. Enfin, ça te permet d'être plus proche de ton public, c'est Ouais. plus engageant, quoi. Ben voilà, vous validez les 7. C'est des bons conseils. Pas les 7. Moi, j'aime Ok. pas le blog. T'aimes pas le blog, toi? Non, j'ai pas aimé le blog. Non, mais créer du contenu, oui. À créer du contenu, oui. Ouais. Bloguer, dans ce sens-là, Ok. je pense que c'est même le meilleur conseil. Moi, je me posais la question du blog par rapport juste à la recherche SEO. Une personne qui fait de la couture, par exemple, si elle écrit toutes les semaines des articles sur la couture, sur des choses qu'elle a vues et tout ça, ben, quand on va taper couture Paris, ben, je pense que son site va remonter plus vite dans le référencement. Personne tape couture Paris. En fait, ce que Ah non, non, si, que la il y a beaucoup de vieux, Alors, je te jure, qui oui, tapent d'accord. Si- retouche couture Paris. Je te jure si que ça tu doit... as prévu que ta cible décède bientôt, ok, c'est très bien. Par contre, quelqu'un qui a 30 ans et qui est passionné de couture, elle regarde des trucs sur TikTok sur la couture, et à un moment, elle va tomber sur le contenu que tu as fait sur TikTok, et là, elle va te découvrir. La recherche Google, elle est puissante encore, je pense, aujourd'hui. Hein. Franchement, hein. Je trouve que Ouais, elle est très puissante pour des gens qui ont déjà une audience et qui sont très bien référencés. Toi, tu vas lancer ton petit blog, personne va te trouver. C'est pas sûr quand même. Je te trouve un peu catégorique. Bah, alors là, Léo. vous Mais- lancez votre blog couture tous les deux, j'ai hâte de voir. J'ai pas prévu ça, mais la C'est dommage. la bonne nouvelle, c'est que tu peux mesurer l'effort avant de le faire. Tu peux vérifier si ça va être intéressant de faire cet effort de création de contenu ou pas avec un outil qui est aussi gratuit qui s'appelle Google Trends, il est génial. qui te permet sur certains mots-clés d'évaluer le trafic et les recherches récurrentes sur ces mots-clés. Donc déjà, tu peux savoir s'il y a du volume de recherche. Ça sert à rien de lancer un blog sur un truc où il n'y a pas de volume de recherche, où les gens ne te trouvent pas. Auquel cas, il vaut mieux adopter une stratégie, comme dit Léo, de découverte dans d'autres plateformes. Ça peut être des Reels, ça peut être des TikTok, etc. Où tu vas essayer de te faire découvrir par d'autres biais et de générer de l'intérêt. Mais déjà, tu peux évaluer s'il y a du volume de recherche ou pas. Et ensuite, dans ce volume de recherche, tu peux tirer ton épingle du jeu si tu arrives à faire un contenu qui est précis et différent de ce que fait ta catégorie. Vas-y. C'est très simple. Si les performances d'un blog étaient intéressantes, Romain aurait depuis longtemps retranscrit toutes ses vidéos en texte sur un blog. Il ne l'a pas fait, il continue à faire des reels. Faites des reels. C'est vrai que les Reels, chez moi, ça marche bien en Bah tout cas. voilà. C'est vrai qu'Instagram, j'adore. Je pense que c'est ma plateforme depuis, ça fait à peu près 2 ans que je le dis, que c'est ma plateforme favorite avant YouTube en ce moment. Ben, ça marche trop bien, donc faites ça. Parfois, YouTube me frustre. T'as des bons sujets, t'as des bons trucs, mais vu que t'arrives pas forcément à cibler tout le temps ta communauté ou autre, si tu fais pas tout le temps le même contenu, moi qui suis toujours un peu touche à tout, c'est compliqué quoi. Là, il y a Je les vous- shorts. Hein. Ouais, ben ça y est, je le relance la semaine prochaine, Manuel. J'ai mis un vrai plan d'action sur Shorts parce que Shorts, c'est un format qui te permet de regagner en abonnement sur YouTube. C'est un format plus court où les gens swipent plus facilement et se réabonnent plus facilement aux chaînes YouTube. Donc j'essaie de remettre ça en place, de tester. Je vous ai pas posé la question, vous avez fait comment pour faire parler de vous au début? Léo, t'as fait comment? Tu lances ta première vidéo YouTube, genre, est-ce que tu te souviens de tes premiers réflexes? Tu l'as partagé à tes potes, tu faisais quoi au début? Au tout début, moi, j'allais sur jeuxvideo.com et j'ouvrais un topic. C'est génial, mais tu vas de savoir ça. Dans le forum Call of Duty. Et il y a encore les posts, hein. Ouais, je Qui sais. disent bonjour, moi c'est Striker et je vais faire des vidéos sur Call of Duty. Je fais des gameplays, etc. Et toutes les réponses, c'est que moi. Ah mais attends, c'est Ah, super tu te parlais intéressant. à toi-même. Je me parlais pas à moi-même, c'est que en fait, quand tu ouvres un sujet sur un forum jeuxvideo.com, bah sur n'importe quel forum d'ailleurs, si les gens répondent pas, il descend. Et il passe dans les pages 2, 3, 4, 5, Donc, tu avais 10. plusieurs pseudos. Donc moi, non, c'était que moi. Hein, tu te parlais à Et je toi-même. mettais donc. juste up pour que le sujet remonte. Ah oui, tu t'emmerdais même pas. Ah non, je mettais juste up. Ah J'ajoutais pas d'infos. Et au bout d'un moment, j'ai abandonné parce que personne ne me répondait. Et ça avait pas beaucoup d'impact. C'est quelque chose que tu conseillerais aujourd'hui de trouver des forums ou des plateformes
Par exemple, je pense à Facebook où il y a des groupes Facebook où il y a énormément de monde avec une super modération. Tu lances, je sais pas, un truc dans l'agriculture ou le jardinage. Est-ce que tu irais aujourd'hui encore rechercher des forums avec comme ça des communautés similaires? Ouais, mais je pense que bon, déjà à l'époque j'étais un forceur, mais j'avais 13 ans en même temps. Je pense qu'il faut d'abord s'améliorer. Ok. Et d'abord faire plein de trucs, Ok. plein de contenus et faire en sorte que tu t'améliores à chaque fois et montre-le à tes proches. Ah, Et, c'est et frustrant, essaie de ouais. demander un avis vraiment objectif sur les gens vont te dire au début c'est très bien, etc. Mais demande quand même qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux. Et là, ils vont commencer à être un peu plus objectifs. Et fais d'abord plein de trucs et c'est pas grave s'ils sont pas vus. Une fois que tu auras une vraie valeur à proposer et que tu te diras ok, là les gens ça va les intéresser sur ce forum-là, tu peux commencer à le partager. Mais d'abord, fais en sorte que le contenu soit un minimum bon. Manuel, t'as 18 ans, tu lances Imakina. Non, déjà non, c'est fou. C'est vrai. C'est vraiment fou. Tu lances Imakina. Comment est arrivé le premier client, comment t'as fait parler de toi au tout début? Tu te souviens d'un truc un peu à la con où tu t'es dit tiens, là je vais aller parler de ce qu'on a fait peut-être. J'en sais rien, mais c'est quoi le premier truc? Il a forcé son frère à payer. Non mais j'imagine vraiment le premier truc que tu fais. Tu vois, on a tous démarré avec un premier truc. Genre, comment t'as fait pour en parler? Non, déjà on s'est créé, Google n'existait pas, donc faut remettre dans le contexte. T'envoyais des cartes de visite, t'envoyais des lettres, j'en sais rien. Tu t'allais taper aux portes. Est-ce que t'es déjà allé taper aux portes ou pas de personnes autour pour créer leur premier site web? Non, nous on a créé la boîte dans une technopole dans laquelle il y avait plein de boîtes, et donc du coup il y avait pas mal de réunions d'entrepreneurs qui avaient tous leur bureau à cet endroit en fait. Donc tu démarres par là, tu discutes, tu dis ce que tu fais, tu te présentes. Donc des events un peu locaux quoi. Des events, mais non, pas de pub, pas de tout ça parce que ça coûte du fric et que t'as pas envie de le mettre là-dedans en fait, et que t'es en train de déjà calculer où va passer ton fric au début en fait. Donc non, mais c'est un autre contexte, une autre époque. Je pense que c'est pas très transposable aujourd'hui. Mais regarde, j'ai bougé à New York récemment. La première chose que j'ai fait, c'est essayer de demander à une personne un peu proche qui d'ailleurs était dans le crew, c'était Arthur Jor, et qui m'a invité à un événement local à New York avec d'autres créateurs de contenu. Donc encore aujourd'hui, je me suis pas dit tiens tu vas faire un post sur LinkedIn en anglais pour aller, personne n'en a rien à foutre. Non, j'y vais physiquement et puis je rencontre une ou deux personnes et puis ces deux personnes vont me réinviter quelque part et puis c'est un peu comme ça que j'avais fait déjà au tout début quoi. Faut mais tisser ton réseau. Aujourd'hui, il y a plein de coworking. Et dans ces coworking, il n'y a pas que des bureaux, il y a aussi de l'animation et des events. Les gens qui opèrent les coworking passent un peu d'énergie à essayer de faire des trucs intéressants dedans. Regarde les programmes des coworking, regarde les événements qui sont liés à ta thématique, va à ces événements, souvent ils sont libres d'accès. Si tu veux détecter les meilleurs coworking et les meilleurs agendas, tu suis Paul Barbosa qui teste tous les coworking de Paris et pas que, et va à des vrais événements, rencontre des vrais gens, voit avec qui le fit passe et petit à petit construit. Je pense que c'était la force de Influx aussi. Enfin, pour moi, en étant représenté chez Influx, d'arriver dans un endroit, de travailler dans un écosystème où d'autres travaillent aussi dans la même industrie. Ça, c'est un truc de fou, quoi. Alors moi, j'adore parce que maintenant, devant les studios, on a une lumière rouge. Ouais. Qui veut dire qu'on n'a pas envie de se faire emmerder. Non, normalement, c'est fait pour dire que tu tournes. Mais toi, tu as détourné détourné l'usage. C'est ça. Parce qu'il y a plein de vidéos à sortir en ce moment. Ouais. Une par jour, Léo, en ce moment, avec la lumière rouge. Donc je tourne plein de trucs. Mais sinon, plus simplement, si vous voulez vous faire un réseau, venez chez Influx. Manuel sera ravi de discuter avec vous. Quel enfer! C'est un truc qui fait de plus en plus. Ouais, énormément. Donc n'hésitez pas à lui proposer un café. Vous venez toquer, il sera là. Ouais, évidemment. Voilà. Eh ben, j'espère que ça vous aura aidé. Hein. Vous me direz sur Twitter. Et puis vous pouvez leur dire à eux aussi. Hein. Oh non, ça les intéressera pas. On n'est pas obligé, on s'en branle. Hein. Non, vous demandez tout à Romain. Oui, voilà. Mais en règle générale. Pas de réponse comme ça. En règle générale, demandez à Romain. Ouais, allez, salut. Pour le café aussi. La bise.